Mes chers compatriotes, bonjour. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la formidable mobilisation autour de ma candidature pour cette élection législative. J'ai commencé à répondre personnellement à tous vos messages, mais je regrette que les journées n'aient que 24 heures, car vous avez été plus de 2000 à m'écrire. Alors, je prends le temps de répondre personnellement à chacun d'entre vous, mais cela prend quand même un peu de temps. Alors, il y a de nombreux messages d'encouragement, des messages de félicitations, quelques critiques aussi, ce qui est tout à fait normal, car on ne peut pas plaire à tout le monde, rien de plus normal, et j'ai donc décidé de répondre à quelques messages à travers cette vidéo, sans langue de bois et avec la plus grande franchise possible. D'abord, j'ai reçu quelques messages avec souvent des témoignages bouleversants sur la situation des Français qui sont en situation de précarité dans notre circonscription. Ces messages sont essentiels pour moi car, comme je vous l'ai dit, je suis issu de cette classe moyenne des Français établis hors de France et moi, je sais que contrairement à certaines caricatures, tous les Français qui habitent dans cette circonscription ne sont pas des millionnaires qui passent leur temps avec un cocktail au bord de leur piscine. C'est loin d'être le cas. Par exemple, Georges, qui habite au Maroc, s'interroge sur la question des retraites car il a eu de nombreux contrats non respectés par des entreprises étrangères qui recrutent et qui ne payent pas les dites cotisations. Georges a travaillé pendant 10 ans dans ce contexte et il est évidemment difficile pour lui de régulariser cette situation sur le plan financier. C'est un sujet que je connais très bien et je vais répondre précisément à cette question dans quelques minutes. D'abord, je dois quand même vous dire que c'est une situation qui devrait disparaître au cours des prochaines décennies, car il existe maintenant des accords de réciprocité entre les différentes caisses de retraite dans ce domaine, et les expatriés disposent d'une couverture qui leur est garantie dans ce domaine. Donc les problèmes que nous rencontrons concernent davantage des personnes qui ont commencé à travailler dans les années 50, dans les années 60, 70, et qui à l'époque recevaient, comme beaucoup, une fiche de paye où tout était simplement griffonné au stylo et il n'y avait pas de véritable contrôle derrière. J'ai également un message de Cécile qui habite au Sénégal, elle vit depuis 10 ans avec 300 € de retraite par mois et elle me dit: Cécile, je ne pense pas pouvoir rentrer un jour en France pour vivre au crochet de l'aide publique, merci de bien vouloir nous rassurer sur ce sujet, je connais beaucoup de retraités qui sont dans mon cas au Sénégal. Il y a un autre message toujours en provenance de Dakar, cette fois-ci c'est Claude, nous avons trop souffert des inégalités parce que nous vivons à l'étranger dans des conditions extrêmement difficiles, pas de RSA, pas de travail, pas de soutien ni matériel ni financier, c'est le grand problème. Alors face à cela, il y a plusieurs solutions concrètes qui devront être mises en place et je peux vous garantir que lorsque je serai élu, c'est le premier sujet sur lequel je compte m'atteler. Il y a deux hypothèses. D'abord, soit vous voulez revenir en France, ou venir en France si vous n'y avez jamais vécu, ou soit vous voulez rester dans votre pays d'accueil. Alors on va commencer par ceux qui souhaitent venir ou revenir en France. Je propose la création d'un circuit d'accueil pour les Français établis hors de France. Ce circuit s'adresserait à des personnes qui ont vécu à l'étranger pendant très longtemps et qui répondront à des critères précis, comme par exemple les cas que je viens de vous citer, ou les personnes qui devraient revenir en France dans une situation d'urgence en abandonnant tout sur place, notamment par exemple après un coup d'État dans le pays où ils vivent. Tous ces critères seront à définir en fonction de l'image globale que je viens de vous résumer, tout simplement pour éviter des dérives. Il n'est pas question que ce circuit d'accueil de retour en France s'adresse par exemple à un jeune Français qui va entreprendre à Londres et qui a une trentaine d'années, qui fait faillite au bout de 6 mois et qui demande ensuite à bénéficier des avantages liés à ce circuit d'accueil. Donc ce n'est pas à lui que cela s'adresse, ce serait beaucoup trop facile. Concrètement, les personnes qui répondraient à ces critères bénéficieraient d'une aide au retour avec l'attribution automatique d'un logement social dans la ville de leur choix. Alors on peut dire que ce sera la ville de leur choix pour les 8, 10 ou 12 plus grosses agglomérations françaises, car on sait qu'elles seront en mesure de répondre à cette demande en matière d'attribution d'un logement social. Pour les autres communes qui n'ont peut-être pas de disponibilité, on peut inscrire dans la loi que cela s'adressera aux communautés de communes ou communautés d'agglomération, afin que la personne qui demande une ville ait satisfaction dans un périmètre précis, par exemple la communauté d'agglomération. À cela s'ajoute
dans ce circuit d'accueil les autorités françaises qui prendront en charge les formalités administratives d'aide au retour, comme par exemple l'ouverture d'un compte en banque. Il ne faut pas s'imaginer que c'est facile d'ouvrir un compte en banque en France quand on n'a pas vécu ou quand on n'a jamais vécu en France pendant des années. Et puis pour les personnes les plus démunies, il faut également mettre en place un fonds de solidarité. Chaque citoyen français, pour les personnes âgées, aura la garantie de toucher au minimum ce que l'on appelle l'allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est-à-dire le minimum vieillesse. Pour moi, c'est le minimum. Quant au problème des retraites que j'évoquais plus tôt à travers la première question, nous devrons traiter au cas par cas chaque dossier et l'État français devra, dès lors qu'il y a présomption de preuve que la personne n'a pas la retraite qui lui est due, eh bien l'État français devra prendre directement en charge cet écart et ensuite ce sera à l'État français, je veux dire, de se débrouiller avec les autorités du pays concerné pour le recouvrement des sommes dues. Évidemment, pour ce circuit d'accueil, vous allez me dire, avec quel argent? J'ai naturellement travaillé sur le financement de ce circuit d'accueil, car il n'est plus question actuellement d'annoncer une nouvelle dépense publique sans travailler sur son financement. Ce serait totalement irréaliste. Alors, je propose de mettre en place une taxe sur les passeports, une taxe de 2, 3, 4 ou 5 euros sur les passeports, de telle manière à ce que ce circuit au retour soit financé par l'ensemble des Français qui voyagent. L'autre partie de ma réponse porte sur les personnes en situation de précarité financière qui veulent rester dans leur pays d'accueil. Alors, il est totalement clair pour moi que le mécanisme du minimum vieillesse doit concerner tous les Français qui vivent à l'étranger. C'est un point sur lequel je me battrai. Que l'on ne vienne pas me dire qu'il n'est pas normal que des Français qui n'ont jamais cotisé en France, qui vivent à l'étranger, bénéficient de ce minimum vieillesse, car il faut savoir que dans le même temps, des immigrés âgés qui arrivent en France et qui n'ont jamais cotisé en France, eux, bénéficient du minimum vieillesse. Alors je ne vois pas pourquoi, dans les mêmes conditions, nous devrions refuser aux Français de l'étranger de bénéficier, évidemment, de ce minimum vieillesse. C'est un dossier que je ne lâcherai pas, je peux vous le promettre, lorsque je serai élu. C'est le premier point. J'ai également reçu un autre message. Bernard et Hanan, ils habitent à Marrakech, ils me demandent quelle est ma position pour résoudre le conflit entre Israël et la Palestine. Ça, c'est une bien vaste question. Je peux vous dire que si un député sur 577 élu à l'Assemblée nationale française vous fait croire qu'il va réussir ce que depuis Jimmy Carter, la quasi-totalité des présidents des États-Unis n'a pas pu faire, eh bien chapeau. Soit c'est le génie politique du XXIe siècle, soit c'est un bonimenteur. Alors je vais répondre évidemment modestement, Bernard, à cette question, tout simplement en vous donnant ma position. C'est qu'il faut toujours, en tant que parlementaire, continuer d'inciter l'État d'Israël à respecter les résolutions de l'ONU. Malheureusement, on le sait tous, il y a toujours eu 2 poids 2 mesures dans le respect des résolutions de l'ONU. Pour certains États, c'est le coup de bâton immédiat quand les résolutions ne sont pas respectées. Et pour un autre, quand il s'agit d'Israël, évidemment, c'est un rappel à l'ordre que l'on pourrait presque qualifier de timide. C'était donc ma réponse à cette question. Inciter toujours Israël, le faire dans ses votes à l'Assemblée nationale, à respecter les résolutions des Nations Unies.